Vous allez l'entendre, le président russe évoque ou convoque deux grands dirigeants français. Je me rappelle très bien de la tradition gaulliste. Le général de Gaulle a toujours essayé de protéger la souveraineté française. Et de Gaulle est digne de respect. Il y a aussi l'exemple de Mitterrand, qui parlait de la Confédération européenne avec la participation de la Russie, et j'espère que rien n'est perdu en ce qui concerne l'avenir de l'Europe. C'est très important ce qu'il dit là, parce que il redit quelque chose de fondamental dans la politique russe, et qui à mot couvert est un appel au secours. Ce qui est fondamental dans la politique russe, c'est la liaison avec la France, pour éviter d'être encerclé par des ennemis dont l'Allemagne était considérée comme telle. L'Alliance française est une défense contre l'Allemagne depuis toujours dans l'histoire russe. C'est aussi une façon de dire « je suis un Européen, je vous demande de m'accepter dans la famille européenne ». La proposition qui avait été faite il y a 20 ans par François Mitterrand à Prague d'une confédération européenne qui est un ensemble dans lequel se trouvent d'autres Européens que ceux qui peuvent entrer dans l'Union européenne, mais qui me rappellent que je suis Européen, est fondamentale. Ça me rattache à l'Europe et je le souhaite, j'en ai besoin. Je fais partie des puissances occidentales, je parle comme Poutine pourrait parler, et je vous demande de me prendre dans la famille européenne. Et je pense qu'on fait une immense erreur en ne saisissant pas cette main tendue. Et c'est un grand... Ce qu'il ne peut pas accepter, c'est que les autres rentrent dans l'OTAN sans lui. C'est que d'autres parties de l'ancienne Union soviétique rentrent dans l'OTAN sans lui. La France a fait l'immense erreur d'accepter la proposition américaine en 2009 ou 2010, d'inscrire dans le programme de l'OTAN l'entrée de l'Ukraine. C'était un chiffon rouge agité devant les Russes qui était inacceptable pour eux. On ne peut pas imaginer d'isoler la Russie. J'ai dit tout à l'heure que l'isolement de la Russie était la pire chose qu'ils peuvent accepter. Alors justement, on annonce un face-à-face, un tête-à-tête entre Barack Obama et Vladimir Poutine vendredi en Normandie. Ils vont forcément là parler de la crise ukrainienne. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire ces derniers mois, c'est quand même un peu étrange et paradoxal qu'il faille ce contexte historique un peu festif de la commémoration du débarquement pour aborder la crise la plus grave de la planète du moment. Oui, crise qui peut conduire à une troisième guerre mondiale si on la prend mal. Crise qui s'explique assez largement, sans faire de caricature excessive, par la politique intérieure américaine et en particulier par le lien qui unit Obama avec la ville de Chicago, première ou deuxième ville polonaise du monde, et qui explique l'obsession américaine, qui est l'obsession polonaise, dont on peut comprendre les raisons, qui est tout sauf les Russes. Et ce sont les Polonais qui veulent absolument que on écarte les Russes de la présence en Ukraine. Ce sont les Polonais qui veulent à tout prix que l'Ukraine rentre dans l'OTAN comme ils le sont eux-mêmes. Et vous pensez que Barack Obama est sensible à ce lobbying russophobe bien sûr, qui agit autour de lui? Absolument, il est sensible parce qu'il est un homme de Chicago et tout ce qui se joue dans cette politique intérieure américaine lui est très présent. Il y a quelques mois, du côté des Occidentaux, on était encore très prudents et on disait à l'opinion publique que tout était fait pour raisonner Poutine et négocier les conditions d'une paix. Et là, cette semaine, on découvre avec stupéfaction l'interview passée totalement inaperçue dans les médias de l'ancien Premier ministre israélien, Naftali Bennett, sur sa propre chaîne YouTube. Et que nous dit-il? Qu'il n'a jamais été question de laisser la moindre chance aux négociations de paix. On va l'écouter, nous nous sommes penchés sur son interview. Écoutez bien la traduction. Boris Johnson était partisan de la ligne radicale. Macron et Scholz étaient plus pragmatiques, on va dire. Biden était entre les deux. Disons qu'à mon avis, l'Ouest a pris la décision légitime qu'il faut continuer de briser Poutine et sans négociation. Toutes mes actions ont été coordonnées jusque dans les moindres détails avec les États-Unis, l'Allemagne et la France. Ils ont interrompu les négociations? Dans l'ensemble, oui. Ils les ont interrompues et il m'a semblé qu'ils faisaient une erreur. Je suis certain qu'il y avait de bonnes chances de parvenir à un cessez-le-feu s'ils n'avaient pas freiné, s'ils avaient continué d'essayer. Il faut briser Poutine et sans négociation. Voilà ce qui a été dit. C'est quand même très étonnant qu'on objecte ça à un médiateur, à un négociateur de la paix. Briser Poutine sans négociation, Laurent Henninger, c'est assez inédit ce genre de pratique. Non, pas tant que ça. Non ? Pas tant que ça. Les Américains procèdent toujours de la sorte. Il a été prouvé par un historien il y a déjà une trentaine d'années que dans la culture stratégique américaine, on recherche toujours
et ce depuis le 19e siècle, depuis la guerre de sécession, on recherche toujours la capitulation sans condition de l'adversaire. On laisse aucune porte de sortie. Jamais. Et on négocie pas. Et ils ne conçoivent pas non plus que l'on soit neutre, par exemple. Ou ça va jusque là. Oui. On est avec eux ou contre eux. D'accord. Les choses sont simples. Mais vous comprenez que c'est très préoccupant ce que vous dites, parce que je rappelle là. Mais comment est-ce que vous décryptez l'enfumage que l'on fait de l'opinion, c'est-à-dire le faire croire qu'on est toujours officiellement pour trouver une solution de paix, et dans le même temps être sur une solution très radicale vis-à-vis de Poutine? Écoutez, il y a un vieil adage là encore qui dit la première victime de la guerre, c'est la vérité. Bon, c'est-à-dire que il est bien connu, et je dirais, sans mauvais jeu de mots, c'est de bonne guerre, que dans toute guerre, les gouvernements racontent du flan, mentent, manipulent l'info, utilisent abondamment la censure, etc., les fausses nouvelles, bon, ça fait partie du jeu. Sauf que là, depuis quelque temps, on rentre dans une période où on est même au-delà du mensonge et tout ça. On atteint un degré de manipulation et de faux et de création ex nihilo de tout et de n'importe quoi, qui atteint des degrés qu'on n'avait même pas encore vu pendant la Seconde Guerre mondiale, ou alors en germe. Ça avait déjà commencé, souvenez-vous, pendant la première guerre d'Irak en 90, quand Saddam Hussein avait envahi le Koweït, et qu'on avait, dans les jours qui avaient suivi, il y avait une audition au Congrès des États-Unis d'une, soi-disant, paraît-il, on nous l'a présenté comme telle, infirmière koweïtienne qui était en larmes au micro devant les sénateurs, et qui a dit: mais les soldats irakiens, ces bêtes sauvages, ont arraché les bébés des couveuses. Hein, vous connaissez ça. Et puis, on le sait maintenant, il n'y a jamais eu ça. Ça n'a jamais existé. Et que la soi-disant infirmière était en fait la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington. Comment dire? On n'a que les points de vue ukrainiens. C'est impossible d'avoir un point de vue critique, dans les médias mainstream en tout cas. C'est impossible. Alors en France particulièrement, aux États-Unis où il y a plus de tradition de liberté dans les médias, il y a eu, y compris des tribunes, y compris dans le New York Times, y compris dans des organes de presse, tout ce qu'il y a de légitime, et bon, il y a eu des points de vue divergents. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez sur les accusations portées par le journaliste américain Seymour Hersh. Il prétend, dans un long papier publié sur son blog, que c'est Joe Biden qui a ordonné le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Oui, c'est une enquête qui tombe comme un caillou dans l'eau. Elle ne fait pas de vagues, pas de scandale, aucun débat. Seymour Hersh prétend que la Maison-Blanche a manigancé le sabotage de Nord Stream avant l'invasion de l'Ukraine, qu'elle a contourné le contrôle parlementaire, que le gazoduc a été piégé dès le mois de juin sous couvert d'un exercice de l'OTAN, etc., etc. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale a dit que c'était totalement faux. Celui de la CIA, que c'était absolument faux. Les journaux new-yorkais ont renchéri parce que Seymour Hersh ne cite qu'une source anonyme. Et c'est vrai que le papier aurait été plus fort avec la photo d'un plongeur de la base de Floride racontant ses exploits. Sauf que dans le monde du secret, on fait du off, pas du show-off. En Europe, les journaux se sont alignés. Ils ont présenté Seymour Hersh avec des pincettes comme un journaliste prestigieux et controversé. Sa fiche Wikipédia s'est enrichie d'un mot infamant: complotiste. Oui, Seymour Hersh est pourtant, Vincent, un enquêteur de légende. Hein. Il a eu le prix Pulitzer, des tas d'autres pour ses scoops. Cette fois, il dérange, il fait le jeu des Russes. Mais en 69, la révélation qu'une unité de GI avait massacré et violé 500 villageois du Vietnam avait beaucoup dérangé, à tel point que les médias s'étaient auto-censurés pendant un an. La photo des Irakiens détenus à Abu Ghraib, notamment celle d'un homme nu à quatre pattes, tenu en laisse par une femme, la cigarette aux lèvres, avait aussi dérangé. On savait depuis des mois que les prisonniers étaient traités comme des animaux, mais le voir dans les pages du New Yorker est autre chose. Et Seymour Hersh avait révélé l'existence du programme de torture approuvé par le secrétaire d'État en personne. Son enquête sur la mort d'Oussama Ben Laden dérange encore parce que on préfère le récit édifiant qu'a popularisé Hollywood. Et le pire, il a osé dire que ce sont des groupes islamistes soutenus par la Turquie qui avaient
avait utilisé à la Ghouta en Syrie des armes chimiques et non pas le régime de Bachar el-Assad. À 85 ans, Seymour Hersh est un délinquant médiatique endurci. Il est la cible de cette haine vigilante qu'on appelle la confraternité. Le paradoxe, c'est que la presse lui tourne le dos alors que dans les allées du pouvoir, on prend son enquête très au sérieux. Oui, et surtout quand il dit que ce sont les Américains et non les Russes qui ont saboté Nord Stream. Il y a 3 raisons objectives. La première, c'est à qui profite le crime. La deuxième, Joe Biden a annoncé en février qu'il le ferait. Et la troisième, c'est l'enquête qui piétine. Celle des Suédois, celle des Danois, celle de l'OTAN. Quant aux Allemands, ils ont finalement annoncé qu'ils ne communiqueraient pas leurs conclusions. Après 4 mois de travail, les enquêteurs ont trouvé des traces d'explosifs et conclu qu'il y a eu un sabotage. C'est comme un médecin légiste qui, après une longue autopsie, conclurait que le mort ne respire plus. Le Washington Post, encore lui, a dû avouer à la veille de Noël qu'il n'y avait aucune preuve de la responsabilité de la Russie et que de nombreux dirigeants étrangers en doutaient. Sur la scène de crime, les enquêteurs n'ont cherché qu'un seul cadavre, une bouteille de vodka, et ils ne l'ont même pas trouvé. Alors, je voulais vous demander, Laurent Heininger, évidemment, pourquoi les Américains auraient fait cela? C'est une question naïve, parce que, évidemment, j'ai la réponse, mais je veux vous l'entendre dire. Parce que c'est leur tradition de déclencher des provocations comme ça en utilisant des méthodes terroristes, hein, parce que techniquement, faire sauter un gazoduc, c'est du terrorisme. Et puis parce que, bon, alors, il y a pas mal de gens qui ont dit, au passage, c'était bénéfique pour eux, puisque du coup, privés de gaz russe, les Européens allaient être obligés de se tourner vers les gaz de schiste américains. Bon, ça c'est possible. Mais moi, je vois encore une autre raison plus directe et encore plus première, si j'ose dire, c'est que il fallait définitivement couper les ponts, aussi bien symboliquement que physiquement, d'une partie de la classe dirigeante allemande avec la Russie. Parce que toute une partie de la classe politique allemande a été très très impliquée dans la construction de ce fameux gazoduc Nord Stream. Le fait que ce gazoduc existe, pot de vin ou pas d'ailleurs, est un lien physique et politique de l'Allemagne avec la Russie. Et il fallait le couper. Laurent Heininger, vous m'avez dit tout à l'heure en coulisses que vous étiez frappé par cet unanimisme et cette médiocrité journalistique du moment. Ah oui, elle est catastrophique, mais bon, ça fait un petit moment qu'elle dure. Alors il y a un unanimisme, il y a une attitude totalement moutonnière, une soumission et une servilité, bon, qui est ancienne dans le journalisme. C'était déjà dénoncé par certains polémistes dès le 19e siècle. Mais là, ça atteint des niveaux. Et alors, là où ça atteint un niveau supérieur par rapport à autrefois, c'est qu'en plus maintenant on a des journalistes qui n'ont plus aucune culture. C'est le degré 0. Oui, ils n'ont pas d'épaisseur historique. Ils n'ont aucune épaisseur historique, ni même intellectuelle en général, absolument aucune. Ils sont incapables du moindre recul. Leur vision, alors a fortiori dans un problème comme celui-là sur l'Ukraine, où il est impossible de ne pas réfléchir à cette question sans avoir de solides connaissances historiques de cette région qui est d'une complexité absolument folle. C'est pas les Ukrainiens d'un côté, les Russes de l'autre, c'est beaucoup plus complexe que ça.